J'espérais qu'il y ait des effets spéciaux, genre, tu vois, quand j'arrive, quand je saute, il y a les effets, la fusée et tout, mais bon, on va commencer comme ça, je pense que ce sera bien quand même. Et pour compenser le manque d'effets spéciaux, j'ai quand même rajouté quelques petites images dans le thème de la conférence, sur le thème de l'espace. Déjà, bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette session sur les nouveautés serverless. Donc, qui est des développeurs dans la salle? Il y a quand même tout le monde? Ouais, c'est bon, il y en a quelques-uns quand même. Qui a déjà joué un petit peu avec Google Cloud Platform, différents, enfin il y a tout un tas, ouais d'accord, une bonne partie d'entre vous, c'est cool. Serverless, on va introduire tout ça de toute façon. C'est un peu le buzzword du moment, à la mode. Google Cloud Platform, c'est donc un provider cloud qui est présent un peu partout dans le monde avec tout un tas de data centers pour tous les services qui sont offerts et même avec des câbles sous-marins super rapides pour relier tous ces data centers-là. Donc on est présent un petit peu partout dans le monde et on a tout un tas de produits, projets, services, etc. Par exemple, tout ce qui est machine learning, là, ici, je vais en utiliser d'ailleurs un petit peu dans ma démo que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc tout ce qui est réseau, stockage, les bases de données, du big data. Et puis moi, ce qui va m'intéresser plus quand même, c'est cette partie ici, ça devrait passer en orange, voilà. C'est la partie compute. Donc que ce soit des VM avec Compute Engine, que ce soit des apps avec App Engine, des containers dans Kubernetes Engine, etc., ou des fonctions dans Cloud Functions. Moi, c'est ce qui va m'intéresser, et en particulier App Engine et Cloud Functions, qui permet quand on est développeur, on a moins envie de se focaliser sur l'infra, de provisionner les serveurs, etc. Et on a plus envie de vraiment se focuser, de penser à l'idée qu'on essaie d'implémenter. Donc on veut se focaliser sur son application, sur sa fonction, sur son code, plus que sur l'infra. Et donc c'est ce que serverless, les approches serverless proposent. Hop. Donc quand on dit serverless, le nom est un peu ambigu dans le sens où il y a quand même des serveurs quelque part. Donc ça, ce n'est pas les nouveaux data centers de Google sans aucun serveur. Donc il y a bien évidemment des serveurs partout. C'est juste que vous n'avez pas à vous en soucier. On peut voir deux modèles quand on pense au terme de serverless. Donc il y a l'aspect opérationnel, c'est-à-dire effectivement, on ne s'occupe pas des serveurs, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveurs. La sécurité est complètement gérée par le provider cloud, donc moi en l'occurrence GCP. Donc par exemple, s'il y a des patchs à faire sur l'OS, etc., à mettre à jour le hardware, ça s'est fait de manière automatique. D'un point de vue coût, c'est un paiement à l'usage, donc on n'a pas non plus besoin de payer un serveur qui tourne en permanence dans le coin, même s'il ne fait rien. Donc là, c'est proportionnel à l'usage, ce qui est sympa. Et par contre, sur le modèle plus de programmation, donc on est plus sur deux approches. Donc une approche un petit peu service où on va créer pas forcément que des microservices, hein, on peut faire des bonnes grosses vieilles applications monolithiques, il n'y a pas de souci, ou plus orienté événements, et par exemple avec les fonctions, c'est surtout ce qu'on va faire, réagir à des événements, des choses qui se passent dans le périmètre de son projet, ou des choses qui viennent de l'extérieur. Et puis... donc on essaie aussi de faire en sorte que, pour éviter tout ce qui est, par exemple, lock-in, quand on est chez un fournisseur ou un autre, de faire des choses le plus ouvertes possible, dans le sens où, par exemple, si aujourd'hui on fait une application pour App Engine, on peut très bien la faire tourner ailleurs, un autre jour, chez soi, sur son serveur, il n'y a pas de souci. Donc on n'essaie pas d'emprisonner les gens dans notre écosystème. Alors, il y a, donc on a déjà évoqué app, fonction, etc. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du spectre serverless, parce qu'il y a différentes manières de faire du serverless. Donc d'un côté, on a tout ce qui est function as a service ou plateforme as a service. Donc c'est ce que j'ai mis tout en haut à gauche avec App Engine et Cloud Functions.
Ensuite, on a quelque chose qui est nouveau qu'on va évoquer, c'est même des containers peuvent être serverless. Et après, quand on va plus loin, suivant aussi qui manage ou non l'infrastructure qui fait tourner justement vos applications, vos fonctions. Par exemple, moi là, je promeus plus ce qu'on propose sur Google Cloud Platform, mais on peut très bien avoir, donc pour ceux qui sont plus peut-être ops dans la salle, dans notre entreprise, on veut proposer une plateforme pour les développeurs pour qu'ils puissent déployer leurs applis et leurs fonctions. Et là, par exemple, avec Kubernetes, des containers, etc., on peut faire aussi ce genre de choses-là. Donc avec Kubernetes, sur Google Cloud Platform, on a aussi GKE en tout cas. Donc voilà un petit peu le spectre qu'on a. Les deux options aujourd'hui principales, c'est App Engine et Cloud Functions. Donc App Engine, on va dire que c'est plus pour les applis, le back-end, les API REST, qui réagissent à des requêtes provenant du web d'une manière ou d'une autre, que ce soit un utilisateur avec son navigateur, que ce soit une API qui est appelée en REST, ou que ce soit, je sais pas, un téléphone mobile, etc. Ou en réponse à des webhooks. Donc cette plateforme-là qui existe donc depuis 2008. Et moi, j'ai commencé en fait à jouer avec et à travailler avec les équipes de Google à l'époque, comme me disait Tiffany, pour supporter Groovy, par exemple, sur App Engine Java, qui lui est sorti en 2009. Donc depuis 2009, je joue avec App Engine, vraiment un produit que j'adore. Et puis là, plus récemment, c'est Cloud Functions, où là, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plus en réaction à des événements. Donc par exemple, si j'utilise Google Cloud Storage, je vais avoir, par exemple, dans la démo que je vais faire tout à l'heure, on va avoir une nouvelle photo qui arrive, qui est stockée. Et tiens, il y a une photo qui est stockée, je vais réagir à un événement qui arrive, qui est, hop, une nouvelle photo, qu'est-ce que je vais faire avec cette photo ? Donc on déploie, c'est une approche orientée événement, et donc on déploie des unités qui sont des fonctions, donc généralement moins grosses que des applications. Hop. Donc ma petite démo, et je vous invite aussi à l'utiliser. Alors, en fait, donc là vous pourrez aller sur cette URL-là si jamais vous avez du Wi-Fi. Je vais déjà même faire une petite photo pour la tester déjà. Hop, et on va voir. Alors c'est pas instantané pour différentes raisons, mais elle s'affichera sur la page d'accueil. Donc cette petite application, en fait, permet de partager des photos. J'upload des photos, donc soit avec mon téléphone mobile ou avec la webcam de mon ordinateur. En fait, après, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça c'est l'écran où on peut voir donc la webcam, quoi, qui est en train de prendre la photo. J'utilise l'API de Vision de reconnaissance pour voir qu'est-ce qu'il y a en fait dans ces photos. Donc j'ai la liste des tags, des libellés les plus fréquents. J'ai aussi une partie administration qui me permet de gérer ces photos. Je vais vous la montrer. Donc cette appli qui est juste là. Donc là, j'ai pris la photo que j'ai prise à l'instant. Donc on voit Electronics, Display Device, Gadget et tout. Donc j'ai des tags. Là, c'est le backstage que vous ne voyez pas, mais moi je l'ai vu avec les tables de mixage, je ne sais pas trop si c'est le bon terme. Là, j'ai pris ça tout à l'heure. Et donc, allez, je vais prendre une petite photo aussi de moi, là, comme ça. Cheese. Pas ridicule. Et donc, comme on voyait là, les petits libellés, là, en fait, je peux naviguer et puis voir mes libellés. Donc, par exemple, gadget, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mon téléphone, super. Qu'est-ce que je vois? Technologie, enfin voilà, on peut naviguer avec les tags. On peut voir la liste de tous les tags. Donc tous les libellés qui sont trouvés, enfin là j'ai mis les plus fréquents, que je recalcule régulièrement pour avoir juste les plus fréquents. Tiens, je sais pas, une photo de ciel. Ce qui est intéressant, donc, c'est l'intelligence du machine learning là, qui dit qu'est-ce qu'il y a dans les photos. C'est pour ça qu'on a ces libellés-là. Et il y a d'autres petites choses qui sont faites, par exemple l'espèce de couleur de fond. Donc, ça ne fait pas forcément très joli en fonction des photos, mais la couleur de fond aussi, c'est l'API de machine learning qui me retourne ces choses-là. Donc ça, c'est la partie utilisateur. Et de l'autre côté, faut que je revienne en arrière. Voilà, j'ai la partie administration qui me permet aussi de filtrer les photos. Donc par exemple, tiens, ça met un petit moment. Pourquoi je ne les vois pas affichées, mes photos filtrées? Ah si, voilà.
Donc là, on commence déjà à en voir quelques-unes, et alors là, il y en a assez bien qui ont déjà fait des photos. Et ce qui est... Donc, il y a aussi un filtre qui vérifie, vu que là, n'importe qui peut poster n'importe quoi, qui vérifie, genre, si c'est du contenu adulte, osé, gore, violent, etc. Et donc, ça me permet éventuellement de filtrer pour éviter qu'il y ait des choses qui apparaissent à l'écran qui ne devraient pas. Mais des fois, il y en a qui sont marrantes. Là, par exemple, celle-ci. Là, on pourrait croire de loin que c'est du sang, mais là, en fait, c'est des framboises, des fraises et des cerises. Et donc, non, ce n'est pas du sang, bien que Halloween arrive, et donc ce n'est pas de la violence. Mais il a cru que c'était de la violence. Donc après, moi, je peux la republier si... Donc, bref, voilà un petit peu l'application, et on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure comment c'est fait, donc avec App Engine, Cloud Functions, Cloud Storage pour les photos, Data Store pour stocker les données, etc. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on va avancer dans la présentation. Hop. Donc, comment ça se passe? Alors oui, zut, hop, hop, voilà, on les a vus, les 4 écrans. Et comment ça se passe? Voilà, donc il y a une photo qui arrive sur mon appli. Donc là, c'est une API, une appli pardon, qui a été faite en Java sur App Engine. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais uploader la photo sur Google Cloud Storage. Ensuite, cette photo, je stocke aussi des métadonnées à propos de la photo, où est-ce qu'elle est localisée, etc., dans la base de données, dans le Data Store. Et ensuite, dès que la photo a été uploadée sur Google Cloud Storage, en fait, il y a un événement qui est généré qui appelle une Cloud Function qui, ici, va appeler l'API Vision pour trouver les libellés, la couleur et pour faire le filtrage. Et une fois que... enfin, non, à un intervalle régulier, pardon. Il y a aussi une autre fonction qui est appelée, qui est tout en bas ici. À intervalles réguliers, en fait, je recalcule les libellés, les tags les plus fréquents. Et de même, en fait, je vais stocker donc les informations sur les libellés ici, quand la fonction est appelée pour la reconnaissance visuelle. Et ici également, quand à intervalles réguliers, je recalcule les libellés les plus fréquents et je les remets à nouveau dans les données ici. Et ici, j'ai mon autre module App Engine. Celui-là, par contre, il est donc les deux fonctions ici, elles sont écrites en JavaScript. Et ici, par contre, c'est du Go. Donc, je voulais mélanger un petit peu, montrer qu'on pouvait utiliser différents langages, différents runtime. Donc, voilà à peu près l'architecture. Et je vous montrerai, donc je peux vous montrer peut-être maintenant quand même le code et on reviendra éventuellement après dessus si on a besoin. Hop. Donc, moi, alors, on va utiliser Visual Studio Code. Donc j'ai 4... alors on va fermer ça. Donc j'ai 4... allez, on va les fermer comme ça, ce sera peut-être plus visible. Donc j'ai 4 projets. Donc mon front-end là qui est en Java. Donc j'utilise un petit framework qui s'appelle Spark, qui permet de définir les routes. Donc par exemple là à la racine, récupérer les tags. Je vais interroger Google Cloud Storage, Cloud Data Store pour récupérer les métadonnées sur les photos. Ici, je peux naviguer par tag. Et ici, j'ai une partie API en fait, que j'utilise pour le front-end. En fait, c'est du Vue.js qui appelle en quelque sorte cette API REST derrière pour faire la navigation de tag en tag, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, toutes les images, là, les tags les plus populaires. Hop. Après, c'est moins intéressant. Ensuite, on va regarder aussi l'appli qui est en Go, qui est ici. Hop. Donc, j'ai ici ma petite appli en Go qui est là. Donc, voilà, c'est du Go, qui va me permettre en fait de faire toutes les opérations d'administration pour filtrer ou pour supprimer les photos compromettantes. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Donc là, par exemple, la partie utilisation du Data Store. Et ce qui est bien aussi, c'est que le Data Store, c'est aussi un service que vous utilisez. Donc, encore une fois, c'est à la serverless dans le sens où c'est un service et non pas à vous de manager l'instance et de vérifier qu'elle tourne, qu'il y a des backups, etc. Voilà pour la partie App Engine. Et ensuite, je vais vous montrer, alors je vais refermer ça. La partie appel de Vision API, donc ça, c'est du JavaScript.
J'utilise donc les modules Node qui vont bien pour appeler l'API Vision, pour le stockage, pour ensuite mettre donc Google Cloud Storage, hein, pour mettre les blobs, et puis là ici pour les métadonnées. Et j'appelle avec ici là, les détails de mon appel. J'appelle l'API de reconnaissance visuelle en demandant la détection des libellés, voir ce qu'il y a dedans. Image Property, c'est ça qui me donne la couleur de fond que je mets autour des images. Et Safe Search, c'est le truc qui permet de dire bah, ouais, cette image-là, il vaudrait mieux pas la montrer. Donc je fais mon appel en JavaScript, etc. Et une fois que je suis content, que j'ai récupéré les informations, ben je stocke les métadonnées justement dans Datastore. Et puis côté Popular, donc comme en fait je regarde tous les libellés de toutes les photos, c'est des requêtes qui sont un petit peu coûteuses, donc je me suis dit je vais le faire, plutôt que de le faire, c'est pas celui-là que je vais montrer, c'est celui-là. Plutôt que de le faire, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur veut voir tous les tags les plus fréquents, en fait, je le fais à intervalles réguliers et je n'affiche que le calcul des tags les plus fréquents. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et celui-là, en fait, il utilise le qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il utilise? Donc il stocke en tout cas, oui, il recalcule la fréquence des libellés et il les stocke après dans le Datastore. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit hein, ici. Hop, quand je reviens ici, quand on voit les tags les plus fréquents, donc il recalcule, il fait des additions avec tous les tags les plus récents. Donc voilà à peu près, et je vais revenir juste sur quelques petits détails tout à l'heure en introduisant certaines des nouvelles fonctionnalités qu'on propose. Alors, hop, on va zapper ça, et voilà. Donc je vais illustrer encore un petit peu de code avec certaines des choses là qu'on a annoncées. Donc qu'est-ce qu'on a annoncé récemment, qu'est-ce qu'on a lancé récemment côté serverless? Donc il y a des nouveautés côté App Engine. Donc en particulier là, les nouveaux runtime assez récents, donc Node 8, Python 3.7 qui a été annoncé il y a quelques mois, et là juste cette semaine Go 1.11 qu'on a annoncé, et puis sinon on a aussi hein, la Java 8 qui existe déjà depuis plus d'un an, je ne sais plus combien maintenant, qui est moi ce que j'ai utilisé pour ma démo. Et j'ai utilisé aussi évidemment Go pour la partie administration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est bien, alors on appelle ça des second generation, deuxième génération de runtime, parce que par rapport à avant, on avait certaines limitations et des runtimes qui étaient customisés pour bien fonctionner dans l'infrastructure Google, si on peut dire ça comme ça. Là, ce qui est bien avec ces nouveaux runtimes, c'est que c'est les runtimes open source qu'on utilise et qu'on télécharge nous-mêmes. Donc on retrouve vraiment la même expérience, sans aucune limite particulière, et où on peut utiliser n'importe quel framework, n'importe quelle librairie, etc. Alors qu'avant, dans la première génération, on avait certaines limitations, on ne pouvait pas forcément utiliser tout ce qu'on voulait. Donc ça, cette nouvelle génération, ça permet de faire des applications de manière la plus idiomatique, comme on dit, possible. C'est-à-dire, peu importe que vous soyez chez vous sur votre petit serveur ou dans le cloud, vous pourrez faire le même genre de choses. Donc les caractéristiques classiques d'App Engine sont toujours là. Donc c'est paiement proportionnel à l'usage. Donc si par exemple, moi par exemple mon blog que j'ai fait il y a des années et qui tourne depuis toujours sur App Engine Java, il ne me coûte rien parce qu'il y a un free tier, mais sinon quand les quelques fois où j'ai des articles, où j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent lire ce que j'écris, des fois j'écris des trucs intéressants, et ben en fait, j'ai dû dépenser quelques dollars pour couvrir la surcharge que j'avais eue à ce moment-là, mais c'est vraiment assez économique pour les petits projets. Mais quand on a beaucoup de succès, donc par exemple si vous jouez, si vous utilisez comment j'allais dire des plateformes comme Snapchat par exemple. Snapchat, ça tourne sur App Engine par exemple. Donc c'est capable de scaler jusqu'à des tailles style Snapchat. Donc mon petit blog jusqu'à Snapchat. Moi je suis vraiment tout en bas, eux ils sont tout en haut. Donc le scaling, s'il n'y a pas d'utilisation de votre appli, ça ne vous coûte rien et proportionnellement à l'usage. Voilà. Est-ce qu'il y avait des modules ou extensions intéressantes que j'avais utilisées? Non, bah, c'était essentiellement les services qui sont disponibles dans le cloud de Google.
Est-ce qu'il y a autre chose? Donc ça, les runtime, c'est bon. Côté Cloud Functions, donc là, ça fait 2-3 mois que c'est disponible en General Availability. Avant, c'était encore un produit en bêta. On a annoncé, donc là en plus de Node 8, on a annoncé aussi, donc on avait commencé avec Node 6, on avait annoncé Python 3.7. Donc du coup, par exemple, ceux qui font du Python, il y en a qui font du Python dans la salle? Ouais, cool. Quand on fait du Python, bah, on a, si on veut faire comme moi dans mon appli tout en Python, on a vraiment la même version, Python 3.7, que ce soit en application sur App Engine ou en fonction sur Cloud Functions. Donc on peut avoir quelque chose d'assez cohérent plutôt que de mélanger les langages comme moi j'ai fait dans mon application. Cloud Functions qui est disponible dans des nouvelles régions mondialement, donc en Asie, en Europe, aux États-Unis. On peut même avoir des fonctions qui ne sont que dans telle région, etc. Les variables d'environnement, ça je vous le montrerai tout à l'heure, que j'en ai justement dans mon code. En dessous, en fait, ça tourne sur une image Ubuntu et qui a tout un tas de packages sympathiques. Donc par exemple, si vous voulez faire de la conversion vidéo ou d'image, etc., bah, vous pouvez utiliser les modules, les packages FFmpeg, ImageMagick qui sont déjà installés. Où je m'étais amusé aussi à faire, j'avais un petit exemple comme ça, où on peut utiliser, il y a toutes les librairies pour pouvoir faire tourner Chrome en mode headless, donc vraiment purement côté serveur, et ce qui vous permet, bah, par exemple, de faire des tests, de faire des screenshots ou de créer des PDF de pages web. Donc ça peut être sympa, par exemple, pour vos tests d'intégration, vérifier que quand vous appelez telle URL, bah, vous avez tel résultat qui apparaît, etc. Des nouveaux contrôles niveau sécurité, donc par exemple pour pouvoir accéder au réseau par exemple de Google Compute Engine. Donc vous pouvez avoir des choses qui tournent sur des VM et tout, et avoir des fonctions qui appellent aussi ces VM directement de manière sécurisée. IAM, c'est tout ce qui est droit d'accès, etc. On verra ça un petit peu plus en détail, parce que j'en reparle tout à l'heure. Qui vous permettent de sécuriser vos fonctions également. Scaling controls, c'est pour, par exemple, dire je veux que la fonction, je ne veux pas forcément qu'il y ait 10 000 fonctions, mais je veux les limiter à pas plus de 100 à un moment donné. Et aussi, quand on utilise, là moi j'utilise pas Cloud SQL avec MySQL ou Postgres, j'utilise le Datastore, mais par exemple si avant, en tout cas, quand vous utilisiez ces bases de données hébergées sur Google Cloud, le trafic traversait en fait l'internet public, alors que maintenant ça se fait directement dans le réseau privé de Google, donc c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécurisé évidemment. Ça c'est les nouveautés App Engine et Cloud Functions. Mais quand je parlais du spectre serverless, on a aussi annoncé donc, les containers serverless. Et puis, on en parlera un petit peu. Et puis, on a lancé aussi un projet open source qui s'appelle Knative, qui permet en fait de créer finalement des plateformes serverless au-dessus de Kubernetes. Je rentrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc sur App Engine, donc là c'est un peu le menu, et là on va plonger un petit peu plus. Donc App Engine, oui, Python 3.7, donc moi là je ne l'utilise pas, vu que je fais du Java et du Go. Donc c'est la toute dernière version de Python 3.7 que vous pourrez utiliser sur App Engine. Je l'avais mentionné, donc là c'est vraiment tout frais, vous voyez, le 16 octobre, on a annoncé la version 1.11 de Go. Donc ça utilise vraiment la dernière version. On peut utiliser tous les frameworks, que ce soit Gorilla, les Mux et les compagnies. Vous pouvez utiliser tous ces trucs-là sans aucun souci avec ce nouveau runtime. Donc là, on va se focaliser un peu plus sur Cloud Functions. Donc ici, la version donc, sur Cloud Functions, c'est 1.11 qui est utilisé aussi. Donc là, c'est en alpha et il
faut s'enregistrer par contre. Autant Go 1.11 sur App Engine, c'est disponible en bêta, n'importe qui peut l'utiliser. Là, si vous voulez utiliser sur Cloud Functions, il faut s'enregistrer. Là, il y a un petit lien qui vous permet d'aller si vous voulez en tout cas tester avant que ce soit en bêta ou en GA, vous pouvez aller tester ça. Donc on écrit vraiment du Go très idiomatique, hein, donc en utilisant par exemple là, les librairies HTTP qui font partie des librairies de Go. Et ce qui est intéressant également, c'est que, est-ce qu'il y en a qui font un petit peu de Go dans la salle? Vous en connaissez sans doute plus que moi sur Go. Et donc il y a le vendoring, quand on a des librairies qu'on veut intégrer dans nos projets, le vendoring est supporté. Il y a aussi la nouvelle notion assez récente là, de module qui est également supportée. Donc on peut pousser vraiment tout son code comme le code Go qu'on ferait en local. Ça fonctionne également, que ce soit App Engine ou Cloud Functions. Quand on utilise le gcloud, c'est la commande en ligne du SDK qui permet d'interagir avec Google Cloud Platform. Et donc là, par exemple, je vais dire, hop, je vais utiliser, quand je pousse ma fonction Go, je vais dire, j'utilise la toute dernière version. Trigger HTTP, c'est quand c'est des fonctions qui sont exposées sur le web et non pas comme celles que j'utilise moi qui réagissent à des événements. Et voilà, donc l'entry point, c'est la fonction qu'on va appeler, qui va être la fonction quand l'événement ou l'appel HTTP arrive. Alors, j'ai pas eu le temps de migrer, parce que moi, je faisais en Node 6 la démo, là. Je ne l'ai pas encore migré avec Node 8, mais je vais le faire certainement bientôt. Donc, c'est en particulier, ce qui est cool pour Cloud Functions avec JavaScript et Node, c'est l'utilisation d'async, et il y a un wait qui est là, qui permet de faire donc de l'asynchrone de manière beaucoup plus élégante. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc là, cet exemple-là, c'est juste, on réagit à des événements quand on utilise PubSub, des petits messages qui arrivent. La fonction est invoquée et donc on réagit. On est en train juste de loguer les métadonnées là, des messages qu'on reçoit dans ce petit exemple-là. Alors, les variables d'environnement, ça aussi c'est nouveau. Donc par exemple, si on veut utiliser des variables d'environnement pour définir par exemple justement différents environnements genre prod, staging, etc. ou faire passer des noms de login ou des choses comme ça par des variables d'environnement plutôt que de le stocker dans le code directement, on peut utiliser ça. Donc ça, soit en fait on l'utilise, on peut l'utiliser aussi dans l'interface web de Google Cloud, mais sinon quand on déploie avec la commande gcloud, on peut utiliser cette nvar pour spécifier. On peut aussi utiliser des fichiers avec des variables d'environnement, avec comme ça nvars file. Et après, on peut mettre à jour, supprimer, effacer les variables d'environnement. Et moi, dans mon code, là, tout à l'heure, j'en avais une, c'était... Hop, elle est par ici, je l'ai vue passer. Voilà, c'est ici. En fait, dans ma fonction, j'ai une variable d'environnement qui appelle mon backend Java pour récupérer la liste des tags. Et en fait, c'est cette fonction-là qui va récupérer tous les tags et en calculer la fréquence. Et du coup, j'avais donné l'URL. Donc, soit ça passe par la variable d'environnement, ou j'avais quand même mis une valeur par défaut au cas où, si j'avais oublié de la mettre. Mais du coup, je pourrais pointer vers ma version staging ou autre, plutôt que celle qui est en production, donc c'est cette URL-là. C'est là où j'ai utilisé les variables d'environnement. Hop, je repasse ici. Hop, voilà. Donc, les contrôles de scaling, je ne sais pas comment traduire ça. Donc, c'est ce qui permet de limiter le nombre d'instances de fonctions qui vont tourner. Donc, on spécifie max instance 100. Par exemple, c'est important quand, si vous utilisez une base de données SQL et que vous avez un pool de connexions, mais vous ne pouvez pas avoir plus de, par exemple, 100 connexions. Vous ne voulez pas qu'il y ait à un moment 1000 fonctions qui vont prendre une connexion. Et 1000 fonctions, quand vous avez 100 connexions, forcément, il va y avoir des soucis. Donc, vous pouvez dire, je veux qu'à un instant T, il n'y ait qu'au maximum 100 fonctions pour être sûr qu'on ne dépasse jamais, par exemple,
le nombre de connexions à la base de données qui est autorisé. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de finesse et de contrôle là-dessus. Mais néanmoins, s'il y a d'autres appels, ils vont être mis dans la file d'attente avant d'avoir une fonction qui soit prête à répondre à la requête. Security controls, donc ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que pas n'importe qui ait le droit d'appeler vos fonctions. Ce qui est en particulier important pour les fonctions type HTTP, qui sont disponibles directement sur le web, parce qu'au départ, en fait, ces fonctions-là, elles étaient librement accessibles par n'importe qui. Donc là, on peut réduire en fait le périmètre. Donc on peut utiliser, on peut dire qu'on veut. Donc là, imaginons que j'ai deux fonctions fictives. On peut dire, voilà, je veux que ma fonction. Parce que là, en fait, dans mon use case de cet exemple-là que j'avais pris, en fait, j'avais une fonction 1 qui appelait une fonction 2. Donc, je voulais seulement qu'il y ait une fonction qui appelle une autre fonction. Et donc, ça me permet en tout cas de réduire grâce à des rôles. Donc ça, je donne le droit finalement d'appeler d'autres fonctions. De même, il y a la notion d'identité par fonction, où je vais montrer plutôt avec l'exemple ici, où là je reprends la même chose. Donc j'ai ma première fonction qui a le droit d'appeler d'autres fonctions. Parce qu'en fait, là, j'aurais peut-être dû laisser les noms initiaux des fonctions. J'avais une fonction, c'est une sorte de petit CMS, où j'avais une fonction qui faisait de la conversion Markdown en HTML, et ensuite une autre fonction qui stockait le HTML dans une base de données. Du coup, la première fonction n'avait le droit que d'appeler mon autre fonction. Et par exemple, ici, la deuxième fonction, là on voit, c'est ici en particulier que ça a changé, on voit que le rôle ici, j'ai le rôle dans cette deuxième fonction pour stocker mon HTML dans une base de données SQL. Donc je limite vraiment ce que les fonctions ont le droit de faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui subrepticement aurait réussi à modifier le code de ma fonction. On ne sait pas trop comment, peu importe. Au moins, je suis sûr que côté droit d'accès, il ne pourra pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà les nouveautés App Engine, Cloud Functions, et il y a quand même des services en plus. Donc c'est des services, mais je les inclus quand même dans cette présentation sur serverless, dans le sens où en particulier ces services-là existaient déjà sur la plateforme App Engine auparavant, mais qu'on essaie de les externaliser pour que ces services puissent être disponibles pour tous les utilisateurs, même ceux qui n'utilisent pas forcément App Engine et Cloud Functions. Donc je parle de Cloud Tasks et de Cloud Scheduler. Donc Cloud Tasks, donc là on a, c'est pas encore disponible pour tout le monde, mais c'est pareil, on a une URL là si vous voulez essayer ces produits-là. Donc là c'est pour en général des tâches de fond, des jobs que vous voulez faire tourner. Vous pouvez utiliser ce service-là qui va appeler après du code sur App Engine qui va faire l'exécution de cette tâche-là. Donc on a Cloud Task et on a également Cloud Scheduler, c'est ce que j'utilise moi pour en fait appeler, faire le calcul des libellés les plus fréquents. Donc c'est vraiment un gros cron qui permet de faire différentes choses, d'invoquer des fonctions, d'invoquer App Engine, etc. Donc les deux sont un petit peu complémentaires, même s'il y a un petit peu d'overlap entre les deux. Et Cloud Scheduler, du coup, je ne sais plus où est-ce qu'on le voit, je crois qu'on le voit juste quand je suis dans ma console Google Cloud, ou je ne sais plus si je l'ai laissé ouvert, il doit être quelque part. Parce que là, comme je suis avec mon compte perso, je crois que je ne l'ai pas dans la liste. Ah si, Cloud Tasks, je ne vois pas Scheduler, où est-ce qu'il est, Scheduler, t'es où? J'ai peut-être des petits soucis de Wi-Fi. Non, ou alors il n'est pas visible parce que c'est sur mon compte Google plutôt que sur là, c'est mon compte perso, donc je crois que je ne le vois pas. Parce qu'en fait, avant, tous ces services-là, par exemple TaskQueues, étaient déjà intégrés en fait à App Engine, mais là on les externalise. Et cronjobs, mais normalement je n'ai pas utilisé cela, donc j'ai utilisé le service externe. Donc là, du coup, je ne peux pas vous le montrer, désolé. Hop. Et alors,
App Engine Cloud Functions et j'ai mentionné en fait utiliser des containers pour faire du serverless. Donc au lieu, l'unité de déploiement jusqu'à présent c'était ou des fonctions ou des apps, mais on peut imaginer, par exemple tout à l'heure quand je parlais des runtime ou l'image de base c'est une Ubuntu avec tout un tas de packages, par exemple faire du headless Chrome, avant on n'aurait pas pu forcément le faire sur ces services-là, maintenant c'est disponible, mais j'ai un collègue là, qui a fait une démo sympa où en fait son service permet de faire du rendu 3D avec Blender. Mais Blender, c'est un outil 3D, mais qui n'est pas disponible sur les images de base, parce que la plupart de nos utilisateurs ne font pas forcément ça. Et en fait, du coup, on peut définir un container sans aucune limitation finalement, et installer ce qu'on veut sur un container, et l'exécuter. Finalement, c'est juste une forme de packaging particulier pour une fonction ou une application, en quelque sorte un container, dans lequel vous aurez vraiment tout le contrôle de mettre tous les langages, tous les runtime. App Engine, Cloud Functions, on a Java, Python, etc., Go. Mais si vous vouliez faire du Rust, si vous vouliez faire, je ne sais pas, un autre langage ésotérique, on n'a pas forcément un runtime existant pour ces plateformes-là, alors que vous pourriez très bien faire juste avec un container et que la plateforme de Google fasse exactement ce qu'elle fait pour scaler des apps ou des fonctions. Mais cette fois-ci, on utiliserait des containers. Les containers, chez Google, en fait, on en utilise vraiment des tonnes de partout. Il y en a 4 milliards qui sont lancés, des nouveaux containers qui sont lancés chaque semaine. Quand vous utilisez Gmail, ou même quand vous utilisez des VM sur Google Compute Engine, en fait, ça tourne quand même dans des containers. Donc, il y a c'est un peu Inception dans le genre, où vous avez des containers qui font tourner des VM dans lesquels vous pouvez peut-être faire tourner des containers. Enfin bref. Et donc là, ce qu'on a annoncé, en fait, c'est cette possibilité de faire tourner des containers qu'on fait dans Cloud Functions. Donc, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut dedans, hein, comme OS, comme librairie, comme dépendance, etc. Et du coup, par rapport, donc là, je mets le lien de sign up si vous voulez essayer ça. Donc c'est un environnement qui est complètement managé par le cloud, donc vous n'avez pas à provisionner de cluster ou quoi que ce soit. Et toujours les mêmes caractéristiques qu'App Engine ou Cloud Functions, c'est-à-dire paiement à l'usage, c'est stateless, etc. Et ça scale de manière transparente en fonction de vos besoins. Et donc là, par exemple, tout à l'heure, quand on faisait des fonctions, on donnait juste le nom de la fonction pointé vers le source. Ben, cette fois-ci, là, on peut utiliser. Donc GCR, c'est le Google Container Registry. Mais vous pouvez, je crois aussi, j'ai jamais essayé, tiens, vous pouvez aussi pointer, je pense, vers des images qui sont sur le Docker Hub ou ailleurs. Là, moi, j'utilise, vu que je build dans le cloud, j'ai tendance à utiliser le Google Container Registry, vu que ça fait partie de mon projet. Et donc, j'ai juste à pointer vers mon image que j'ai buildée pour déployer mon container, un peu comme une fonction, qu'on utilise la même infrastructure. Hop. Et ensuite, dans les nouveautés encore, donc là, quand je crois que je remettais, non, j'ai oublié de remettre l'autre slide avec mon spectre. Quand on était tout à droite, où on a vraiment un cloud, que ce soit en interne ou en externe, mais que vous managez pour ceux qui sont plus ops, quand vous proposez une plateforme serverless pour les développeurs, utilisez Kubernetes, que ce soit par vos propres moyens ou que vous administrez dans Google Kubernetes Engine, GKE. En fait, il y a quand même beaucoup de travail de créer des tonnes de YAML dans tous les sens pour arriver à définir vraiment votre infrastructure. Et quand vous voulez proposer quelque chose de simple aux développeurs pour qu'ils déploient, comme là avec App Engine et Cloud Functions, ils déploient juste leur code, leurs apps, leurs fonctions, il y a pas mal de travail pour faire ça au-dessus de Kubernetes. Et en fait, donc Google a sorti un nouveau projet open source qui s'appelle Knative, qui est une sorte de série de Lego, en quelque sorte, qui vous permettent de faire 3 grandes tâches. Donc la partie build, c'est-à-dire qu'on crée les images, etc., builder même le projet et le tester. Serving, c'est la partie qui sert l'application sur le web, quoi.
Et puis, il y a la partie Events, donc c'est comme dans Cloud Functions, c'est-à-dire réagir à des événements de toute nature différente. Et avec ces briques de base, en fait, on peut construire de manière beaucoup plus simple des plateformes serverless à utilisation. Donc, je ne sais pas si dans votre DSI, votre IT s'occupe de gérer l'infrastructure que vous utilisez en tant que développeur. Peut-être que vous pourrez aussi utiliser ça. Et en fait, au-dessus de ça, donc c'est un partenariat en fait qui a été fait, donc, qui a été lancé par Google, mais on a travaillé avec d'autres grands acteurs là-dessus, SAP, Pivotal, IBM, Red Hat, etc. Et d'autres, ça c'est les plus gros, mais il y en a une tonne en fait. Et par exemple, il y a, je ne sais pas si vous connaissez le framework Riff de Pivotal qui permet de créer des fonctions, par exemple. Et ben, ils ont travaillé à refaire cette... donc ça tourne également sur Kubernetes. Et ils ont refait toute la plomberie interne pour se baser sur Knative de manière plus simple. De même, OpenWhisk avec IBM, etc. Donc tous les acteurs, les gros acteurs en tout cas, s'approchent de Knative pour vraiment créer une plateforme plus interopérable pour pouvoir créer des fonctions, des apps de manière serverless sur Kubernetes. Knative, en fait, c'est quand même donc c'est un projet open source, mais c'est pas un. Donc, par exemple, vous connaissez peut-être OpenFaaS et il y a d'autres frameworks qui existent pour faire du functions as a service. Donc, Knative, c'est pas un framework pour faire du functions as a service. C'est pas un produit non plus, mais c'est vraiment par contre des primitives, des blocs qu'on peut combiner pour faire ce genre de plateforme. Et c'est pas forcément non plus la solution pour tout le monde. Pour moi, c'est plus une solution pour les ops, pour arriver à proposer aux développeurs des plateformes de type serverless. Par ailleurs, on a aussi lancé un add-on pour GKE, Kubernetes Engine, qui vous permet du coup, au lieu de manager vous-même Kubernetes, en fait, de simplifier le travail et d'utiliser Knative sur GKE. Et encore une fois, un petit lien si jamais ça vous intéresse de regarder pour l'infra chez vous si vous faites ça. Et du coup, un peu comme ce qu'on faisait tout à l'heure avec gCloud Functions, Deploy et mon image, mais cette fois-ci, au lieu de déployer l'image sur en fait, Cloud Function, vous pouvez juste dire, vous rajoutez un paramètre cluster et je vais pointer vers mon cluster chez moi ou celui de GKE, etc. Donc voilà, on a fait, je pourrais en parler pendant des heures pour faire des démonstrations aussi là-dessus, mais on n'a que 50 minutes. Donc quelques liens sur Knative, l'add-on pour GKE, les containers pour Cloud Functions. J'ai pas mis les liens pour App Engine et Cloud Functions, mais je vous invite à jouer avec ces plateformes-là et ces technologies-là. Et voilà, merci de votre attention et on a plusieurs minutes pour des questions. Merci.